Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly multiplie ses activités aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Il a partagé la politique ivoirienne sur le développement humain. Un avion s'est écrasé hier samedi matin au large d'Abidjan, faisant 4 morts de nationalité moldave et 6 blessés. L'appareil est un Antonov qui transportait 10 personnes. Nous aurons plus de précisions sur ce crash avec les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Le favori de la présidentielle au Libéria, le sénateur George Weah, légende du football africain, accentue son avance sur le vice-président sortant Joseph Boakai, mais un second tour paraît de plus en plus probable selon les derniers résultats partiels provisoires annoncés hier samedi. Le magazine de ce dimanche a pour thème la neurochirurgie qui traite les affections du système nerveux. Nous en parlons dans quelques instants avec le professeur Aïdara Aderim, neurochirurgien et chef de service de neurochirurgie au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Professeur Aïdara, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour les échanges, ce sera pour tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite. Nous vous le disions à l'instant, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly multiplie ses activités aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Il a partagé la politique ivoirienne sur le développement humain. Amadou Gon Coulibaly a souligné que le capital humain est une priorité nationale voulue par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Damakone, envoyé spécial de RTI 1 aux États-Unis d'Amérique. Audience à sa résidence du Watergate Hotel, séance de travail au département d'État américain, réunion avec les partenaires techniques et financiers, cérémonie officielle. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à tous les rendez-vous importants des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Ici, à la tribune du sommet sur le capital humain, il porte à la face du monde l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le développement humain. Un modèle qui s'oriente vers 3 axes. La question de la nutrition, notamment donc celle de la petite enfance, l'éducation donc des jeunes filles et l'emploi donc des jeunes. Le Premier ministre, chiffre en main, livre les acquis, mais aussi les perspectives de cette politique depuis 2012. Nous sommes donc engagés, premièrement, à réduire le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans de 29,8% en 2012 à 20% en 2020, ce qui permettra de sortir 630 000 enfants donc, du retard donc, de croissance. Deuxièmement, le gouvernement donc, a décidé de mettre en œuvre le programme de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, surtout la jeune fille, programme qui a été lancé donc, depuis 2015. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire a mis en place un vaste programme de renforcement de son système donc, éducatif, notamment à travers la construction de collèges de proximité en milieu rural, mais également de construction donc, de classes primaires. Et nous avons réalisé à la date d'aujourd'hui environ donc, 10 000 classes primaires donc, nouvelles. Ce programme a permis d'accroître le taux de réussite scolaire, particulièrement des jeunes filles. Et en outre, notre politique de décentralisation des universités devra permettre à terme de munir les grandes régions donc, du pays de centres universitaires. Et nous avons déjà réalisé donc, 5 universités donc, sur la période 2012-2016. Au plan social, dans le cadre de ce programme de scolarisation obligatoire, environ 2 millions de kits scolaires sont distribués aux familles donc, les plus pauvres donc, chaque année. Troisièmement, le gouvernement a mis l'accent sur l'emploi et l'insertion des jeunes en âge de travailler, y compris donc, les personnes en situation de handicap. Et il a permis, sur la période de 2012 à 2016, de créer donc, environ 2 millions d'emplois pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Ces résultats, un véritable argument pour le renforcement de la coopération.
La mise en œuvre cohérente et efficace de nos priorités en matière de développement du capital humain appelle une synergie de toutes les actions de nos partenaires techniques et financiers, et notamment du groupe de la Banque mondiale. Le Rwanda et la Côte d'Ivoire étaient les deux pays africains à monter sur la tribune du sommet sur le capital humain qui s'est tenu juste quelques heures après l'ouverture officielle des assemblées annuelles ce vendredi 13 octobre à Washington. Adam Konish, le rideau est tombé sur la 202e session de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire y a pris part. La délégation ivoirienne conduite par la ministre Kandia Camara a obtenu la poursuite du programme global post-conflit et l'appui pour l'alphabétisation. Sylvie Touré. La 202e session du Conseil exécutif de l'UNESCO a souri à Audrey Azoulay. La Française de 45 ans a été élue à l'issue d'un scrutin serré à plusieurs tours avec 30 voix contre 28 pour son adversaire qatari. L'ex-ministre française de la Culture succède ainsi à Irina Bokova à la tête de l'organisme onusien en charge de l'éducation et de la culture. Deuxième femme à diriger l'UNESCO depuis sa création en 1945, Audrey Azoulay dévoile un pan de son ambition. Les enjeux que porte l'UNESCO sont des enjeux qui sont centraux si la communauté des nations veut atteindre l'agenda 2030 et prévenir les conflits. Parce que c'est par l'éducation, c'est par la culture, c'est par les sciences, c'est par la défense des libertés que nous agirons dans le long terme efficacement. Audrey Azoulay devra cependant faire sans le principal contributeur, les États-Unis. Le pays a mis à exécution ses menaces de retrait suite à l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO en 2011. Il a été suivi dans sa décision par Israël qui claque également la porte. Une grande perte pour l'organisation, ont déploré presque en chœur les États membres, dont la Côte d'Ivoire qui a pris part à cette session. Cette rencontre aura plutôt eu des retombées positives pour la Côte d'Ivoire, selon la ministre Kandia Camara. Le Conseil exécutif a accepté que la Côte d'Ivoire soit accompagnée dans le cadre de la promotion de l'alphabétisation. Il faut savoir que l'alphabétisation est l'une de nos priorités parce que la Côte d'Ivoire a fait voter une loi pour rendre l'école obligatoire. Et donc cela fait obligation à tous les enfants d'aller à l'école et cela donne la chance à tous nos enfants d'être scolarisés aujourd'hui. Autre acquis pour le pays, la poursuite du programme global post-conflit qui vise la pacification de l'école. La contribution de l'UNESCO dans ce programme est multiforme. Elle a apporté une aide d'1 milliard de francs CFA pour faciliter l'obtention des extraits de naissance aux élèves. Une collaboration que devra poursuivre la nouvelle directrice générale Audrey Azoulay si elle est confirmée en novembre prochain par la conférence générale de l'UNESCO. Sylvie Touré, deuxième grand titre de cette édition, un avion s'est écrasé hier samedi matin au large d'Abidjan, faisant 4 morts de nationalité moldave et 6 blessés. L'appareil est un Antonov qui transportait 10 personnes. Plus de précisions sur ce crash avec les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, Cheikh Kodé. Depuis l'annonce du crash, toute la communauté aéroportuaire est mobilisée. Aux environs de 8h30, sur la plage à Port-Boué, dans le prolongement sud de l'axe de la piste de l'aéroport d'Abidjan. L'aéronef impliqué est un avion de type et de marque Antonov 26, affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane. Et cet avion faisait la liaison Ouaga-Abidjan. L'avion a quitté Ouaga à 5h38 et il estimait Abidjan à 8h04. À 8h20, il a eu le dernier contact avec la tour de contrôle qui l'a autorisé à se poser. Et à 8h24, il a disparu des écrans radars. Je dis bien qu'il a autorisé à se poser. C'était bien à l'atterrissage et non au décollage, comme ça a été dit par certains organes de presse. Il y avait 10 personnes à bord de l'avion, 6 membres d'équipage qui seraient de nationalité moldave, 3 militaires français et un civil français qui travaillerait pour la compagnie qui a été affrétée. Il y a eu 6 survivants, les 3 français, les 3 militaires français, le civil français et 2 pilotes moldaves. Les 4
autres pilotes moldaves sont malheureusement décédés, mais leurs corps ont été repêchés. Pour élucider les causes et circonstances du drame, les autorités ivoiriennes ont pris des dispositions. La mise en place du comité de crise de l'aéroport. Ce comité de crise s'est réuni d'abord pour rassembler tous les éléments que nous avions en notre possession, que les différentes entités avaient en leur possession, et pour donner les instructions nécessaires pour la gestion de cet accident. C'est ainsi que les contacts ont été établis avec les États qui sont concernés par l'accident, notamment la Moldavie. Nous avons été appelés par l'aviation civile moldave. Nous avons eu le contact de l'aviation civile française, puisqu'il y a des Français qui sont impliqués. Et donc, tout cela a été géré par le comité de crise qui était donc réuni. Mais à quand le démarrage des enquêtes? Nous avons donc pu terminer la phase recherche-sauvetage. Et après cette phase de recherche-sauvetage, nous passerons donc à la phase enquête. L'enquête technique sera menée par la Côte d'Ivoire. Je précise qu'il s'agit d'une enquête technique pour déterminer uniquement les causes et les circonstances de l'accident, afin de pouvoir en tirer des recommandations qui pourront renforcer la sécurité et éviter la survenue de tels accidents encore ici ou dans le monde entier. Conformément aux conventions internationales, l'équipe d'enquêteurs sera constituée des différents représentants de l'État constructeur de l'aéronef, à savoir la Moldavie, de l'exploitant, c'est-à-dire la France, et l'État de Côte d'Ivoire. Ça va mettre du temps parce qu'il faut quand même utiliser toutes les procédures en vigueur. La France, les différents États concernés par l'accident ont déjà été contactés par nous selon les procédures. Et donc, nous allons correspondre et puis se mettre rapidement en place. Pour l'instant, les épaves de l'avion sont en train d'être transférées dans le hangar du GATL, où elles seront sur surveillance afin de permettre aux enquêteurs de démarrer leurs investigations. Cheikh Konesh, la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe a été célébrée vendredi dernier. Cette journée vise à sensibiliser les communautés sur les mesures à prendre pour éviter les risques de catastrophe. Le message du gouvernement avec Adrienne Grascando. Les catastrophes naturelles, telles les inondations, les glissements de terrain, affectent chaque année des millions de personnes dans le monde. Pertes en vie humaine, destruction d'habitats sont entre autres dommages causés. La prévention des catastrophes naturelles est une question qui nous concerne tous. Et grâce à des investissements tangibles dans ce domaine, nous réduirons la vulnérabilité et protégerons les acquis du développement dans notre pays. La Côte d'Ivoire subit ces dernières années des catastrophes naturelles. Pour venir à bout de ce fléau, des initiatives sont prises. La Côte d'Ivoire a ainsi mis en place sa plateforme nationale de réduction de risques de catastrophe. En 2012, vu le caractère multisectoriel et multidisciplinaire de la problématique de la réduction des risques de catastrophe, la plateforme nationale sert de catalyseur pour une meilleure compréhension et connaissance des aléas naturels afin de donner des orientations aux différentes parties prenantes pour intégrer les mesures d'atténuation des risques dans la planification du développement au niveau sectoriel et local. La ministre Anne-Désirée Ouloto invite les populations à s'approprier le cadre de Sendai 2015-2030 adopté par 187 pays lors de la 3e conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes. Ce cadre examine les progrès accomplis dans le monde en matière de réduction des risques de catastrophes. Adrienne Grascando, outre la journée internationale pour la réduction des risques, la Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 15 octobre la journée mondiale de la femme rurale. Le thème pour cette édition, l'entrepreneuriat féminin en milieu rural, défis et perspectives pour la promotion de la chaîne de valeur agricole. Le message du gouvernement ivoirien avec Frédéric Oulaïch et Abou Sanogo.
En Côte d'Ivoire, 75% de la population féminine vit en zone rurale et en dessous du seuil de pauvreté. Ces femmes évoluent dans différents secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage et le commerce sans rémunération, avec la volonté d'accroître la production agricole et favoriser une sécurité alimentaire. Le taux de pauvreté dans les zones rurales reste encore élevé. Malgré leur capacité à produire, les femmes ne tirent pas toujours profit des activités génératrices de revenus qu'elles exercent en raison des pesanteurs socio-culturelles. Il apparaît donc clairement que l'autonomisation de la femme, notamment celle vivant en milieu rural, est l'une des pierres angulaires pour la réalisation de l'objectif fin zéro de développement durable, l'ODD numéro 2. C'est pourquoi le thème national retenu pour cette édition est « Entrepreneuriat féminin en milieu rural, défis et perspectives pour la promotion de la chaîne de valeur agricole ». Ce thème s'inscrit au cœur des priorités du gouvernement. La problématique du genre constitue une barrière à la promotion des compétences des femmes en milieu rural. La célébration de la journée mondiale consacrée aux femmes en zone rurale, une occasion pour le gouvernement ivoirien de rendre hommage à ces femmes et envisager des perspectives pour leur autonomisation. L'action gouvernementale se poursuivra dans le but de renforcer les mécanismes mis en place en faveur de l'autonomisation des femmes rurales, notamment les fonds spéciaux pour leur autonomisation, les cliniques juridiques pour la promotion et la défense de leurs droits et les divers appuis à l'amélioration de la chaîne de valeur agricole. L'accès des femmes et des filles rurales aux moyens de production, aux services publics, notamment l'éducation et la santé, reste inférieur à celui des hommes. Le secteur agricole est aussi célébré au niveau international. Les responsables nationaux et internationaux de ce secteur se sont retrouvés à Jacquesville pour réfléchir sur la sécurité alimentaire. Noël Gnagno Sakalou était à Jacquesville pour RTI 1. Jacquesville, capitale de la région des Grands Ponts. Le champ choisi par la Côte d'Ivoire pour célébrer la 37e journée mondiale de l'alimentation. Thème de cette édition, changer l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Commençons déjà par circonscrire les migrations. La migration a deux volets. Il y a la bonne migration qui est due au fait qu'on a investi en milieu rural, la productivité a augmenté et les gens voudraient faire autre chose. La deuxième forme de migration qui n'est pas très bonne, c'est des gens qui migrent parce qu'ils n'ont rien à faire et ils vont en ville pensant qu'ils vont trouver d'autres activités. Or, ils ne sont pas bien formés pour pouvoir mener des activités en ville. Le champ des migrations délimité, interrogeons-nous en quoi investir dans la sécurité alimentaire peut impacter l'avenir des migrations. Pour qu'un jeune s'installe, il faut qu'il puisse avoir accès à la terre, une terre sécurisée. Deuxièmement, il faut qu'il puisse avoir accès à l'électricité, à l'eau, à une bonne route, à une bonne éducation, à une bonne santé. Donc le développement rural doit tenir compte de ces ensembles-là. Il faut que ce qu'il est en train de faire, que ce soit le cacao, le café, la banane plantain, l'igname, les aubergines, il faut qu'il puisse gagner son pain. La Côte d'Ivoire, au lendemain des indépendances, sous le leadership de Feu Félix Houphouët-Boigny, est un cas d'école. L'exemple de la CIDT au nord de la Côte d'Ivoire, qui était la région la plus pauvre, on arrivait à fixer les gens et à même faire venir des travailleurs des pays voisins parce qu'on a investi. Les gens étaient occupés, ils faisaient du coton parce qu'on leur distribuait des intrants en général qui repayaient après avoir vendu le produit et tout le monde aspirait à avoir la première qualité de coton. Ceci, c'est quelque chose qu'il faut continuer. La preuve par 4 est faite. Reste maintenant à inscrire l'investissement dans l'agriculture comme la priorité des priorités. Et le programme national d'investissement première génération et deuxième génération, la preuve de l'engagement des pouvoirs publics ivoiriens à prendre ce pari. Aujourd'hui, il faut rendre le travail agricole moins pénible. Donc il faut aller à la mécanisation. Il faut le rendre plus compétitif
plus productif. Il faut aussi l'accompagner par un accès au financement. Et ça fait partie d'un pan important du PNIA 2. Il faut maîtriser l'eau pour que le producteur puisse produire toute l'année. Il faut que le PNIA 2 s'occupe des problèmes de nutrition. Le PNIA 1 a fait 100 ans. Vivement le PNIA 2. Noël Gnagno Sekalo, tout à fait autre chose et nous allons parler de défense de la Marine nationale qui a reçu un bon de combustible d'une valeur de 32 millions de francs CFA de la part du ministère des Ressources animales et halieutiques pour lutter contre la piraterie en mer. Abou Sadogo. Un bon de carburant d'une valeur de 32 millions de francs CFA au profit de la Marine nationale. Un geste du ministère des Ressources animales et halieutiques qui s'inscrit dans le cadre de l'action de l'État en mer. Cette dotation est destinée à acquérir des combustibles pour les patrouilleurs de la Marine nationale en vue de l'organisation de 3 missions de surveillance dans la zone exclusive économique ivoirienne d'une durée de 7 jours chacune d'ici le 31 décembre 2017. Cet appui logistique mis à la disposition de la Marine nationale va l'aider dans sa lutte contre la piraterie et la destruction de la flore aquatique. Cet appui substantiel mis à disposition par la direction de l'aquaculture et des pêches à travers le programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques vient renforcer la capacité opérationnelle de nos vecteurs navals engagés dans la surveillance des ressources halieutiques des autres juridictions nationales. Cette démarche est conforme à la stratégie de l'action de l'État en mer qui recommande aux administrations concernées de signer des conventions en vue de mutualiser leurs efforts pour la sécurisation de la zone exclusive économique ivoirienne. 52 500 litres de gasoil, 3 150 litres de super et 84 000 litres de lubrifiant. Ce sont en substance la quantité de combustible offerte et reçue par le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense. Abou Sanogo, le syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire invite les transporteurs à s'approprier la politique du renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement ivoirien. Il a eu une rencontre avec les acteurs du transport pour leur expliquer les facilités d'achat de véhicules à travers des partenaires. Francis Boifo. De nouveaux taxis-compteurs et des minicars bientôt en circulation. Le syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire, CNTTCI, l'a annoncé samedi. Son objectif, rappelle son président, aider les transporteurs à renouveler leur parc automobile. Le CNTTCI fait des facilités d'achat de véhicules neufs à travers des partenariats et le fonds de cautionnement automobile qu'il a mis en place. Le transporteur qui veut bénéficier du renouvellement parc automobile à partir de Focassi, ce transporteur-là vient présenter le coût du véhicule qu'il veut avoir. Le Focassi dit, bon, moi je peux t'accompagner à hauteur de 20%. Si vous avez les 20%, le Focassi s'arrange pour vous octroyer le véhicule. Et à partir de ce moment-là, un programme de remboursement est fait. Je voulais que tous les transporteurs, on n'a qu'à se battre pour le renouvellement aujourd'hui les parcs auto. En attendant, quelques astuces pour mieux gérer une entreprise de transport. À tous ceux qui ont déjà un petit véhicule, c'est de tout faire, d'entretenir d'abord ces véhicules et aussi de tout faire d'avoir des chauffeurs qualifiés. Essayez de faire des épargnes. Et si vous demandez des crédits, c'est possible d'avoir des crédits. Pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire, des opérateurs économiques ont dit lors de cette rencontre leur engagement à mettre à la disposition des transporteurs des options d'achat de véhicules neufs par crédit direct avec 50% d'acompte, le reste par échelonnement sur une période de 6 mois. Une annonce heureuse pour les transporteurs qui a mis fin aux échanges entre les membres du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire. Et nous allons changer de sujet. Les responsables de l'association Miyebie ont offert des kits scolaires aux enfants démunis de Grand Bassam. Ils veulent ainsi apporter leur soutien aux parents de ces enfants en difficulté, connus par Gassoro. Ces enfants des quartiers France, Petit Paris, Mondoukou, Ablé Frédéric 1 et Gondo 1 de Grand Bassam sont tout heureux. Ils ont reçu des mains des responsables de l'association Miyebie de nombreux kits scolaires, mais aussi des chaussures. Objectif, aider et soutenir leurs parents en ces débuts d'année scolaire. Nous avons ciblé des enfants vraiment démunis,
car nous avons eu mal au cœur de voir des enfants en cette année scolaire avec comme sac d'école des sacs de riz et des paires de sandales aux pieds. Nous avons eu vraiment mal. L'occasion pour eux d'exhorter les bénéficiaires à en faire bon usage. Heureux, élèves et parents d'élèves n'ont pas manqué de traduire toute leur reconnaissance aux donateurs avant de les rassurer quant à la bonne utilisation de ce don. Je suis contente d'avoir ce sac. Je vais aller à l'école avec le sac. Je dis merci à ceux qui m'ont remis le sac. Je promets à mes parents, à tous ceux-là, de bien travailler à l'école. Il faut reconnaître que pendant la rentrée scolaire, les parents ont des problèmes par rapport aux fournitures scolaires et c'est un soulagement. Les responsables de l'association Miébié, créée en juillet 2016, entendent poursuivre ces actions de haute portée sociale dans d'autres quartiers de la cité balnéaire, mais aussi dans les quartiers des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'organisation non gouvernementale Agboville Développement Initiative vient d'offrir des kits scolaires aux élèves de la commune d'Agboville, une initiative pour les encourager à bien travailler à l'école. Godefroy Okambawa, Aboussanogo. Issus de familles démunies, mais brillants à l'école, au nombre de 100, ces écoliers des classes de CP1 au CM2 de la commune d'Agboville reçoivent de l'ONG Agboville Développement Initiative des kits scolaires. Il s'agit pour les donateurs d'encourager ces enfants à toujours figurer parmi les meilleurs de leur promotion et à faire également de l'école pour tous une réalité en Côte d'Ivoire. Il a été prouvé maintes fois dans des études et des projets financés par le groupe de la Banque mondiale qu'un des meilleurs moyens pour faire reculer la pauvreté, c'est l'éducation. Donc c'est pour cela que nous souscrivons à cela et nous essayons, tant que faire se peut, avec nos contacts, d'aider en début d'année scolaire pour récompenser ceux qui ont été brillants, qui ont eu de bons résultats. Ces kits, composés de sacs à dos et de fournitures essentielles, viennent soulager un tant soit peu les parents. L'initiative a bénéficié d'un appui logistique de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Créée en 2009, l'ONG Agboville Développement Initiative entend initier au profit des populations d'Agboville d'autres actions de développement afin d'améliorer leurs conditions de vie. La mode africaine, inspiration et créativité, c'est autour de ce thème que s'est tenue la 12e édition d'Africa Fashion Show, une occasion pour plus de 15 stylistes de tous horizons de passer en revue leur collection. On en parle avec Franck Quadio. Faste et ferré sur le thé, Africa Fashion Show, après la création de l'association des Fashion Week africaines, a fois investi les podiums et ravive les défilés. Isabelle Allo, présidente récemment élue de la foi, inscrit cette démarche artistique sous le signe des efforts pour la promotion de la mode. Mode africaine, inspiration et créativité, le thème de l'année est une célébration des atouts culturels propres à l'Afrique. Plusieurs créateurs venus de pays africains et étrangers sur un même podium. L'idée est soutenue par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, pour qui créativité est aussi moteur de développement. Un apport apprécié par la présidente d'Africa Fashion Show, qui pour l'occasion était à sa 12e édition. Franck Quadio, le gouvernement ivoirien a décidé de permettre aux malades du cancer du sein de se soigner gratuitement, un véritable ouf de soulagement. Donc pour ces malades, certains médicaments qui pouvaient débourser par rapport à ces malades, débourser plus d'1 500 000 francs CFA, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Ce n'est désormais plus le cas grâce au gouvernement ivoirien qui a décidé de prendre en charge ces malades. Le magazine de ce dimanche a pour thème la neurochirurgie qui traite les affections du système nerveux. Nous en parlons avec le professeur Aïdara Aïderim, neurochirurgien et chef de service de neurochirurgie du CHU de Bouaké. Professeur Aïdara, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Assa. Voilà, merci professeur. Alors dites-nous tout de suite, c'est quoi la neurochirurgie?
Merci de nous donner l'opportunité de parler de notre spécialité sur ce plateau. La neurochirurgie, c'est une discipline chirurgicale qui est spécialisée dans la chirurgie du système nerveux, c'est-à-dire du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs périphériques. Et à ces éléments neurologiques, il faut ajouter les organes qui les protègent, c'est-à-dire la boîte crânienne, donc la tête, et la colonne vertébrale qui constitue le cou et le dos. Et le chirurgien qui va pratiquer ces interventions s'appelle le neurochirurgien. Voilà, et la définition est beaucoup plus complète avec vous. Combien de neurochirurgiens y a-t-il en Côte d'Ivoire? Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous sommes 10 neurochirurgiens diplômés en activité. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la mémoire de mon confrère, le docteur Kwaku Fulbert, qui nous a quittés de façon brutale il y a aujourd'hui une semaine. Et sur ces 10 neurochirurgiens, nous avons 7 professeurs agrégés et titulaires de neurochirurgie. Et nous avons également en formation 25 étudiants qui représentés par 7 nationalités différentes, dont 8 Ivoiriens qui seront des neurochirurgiens dans les 3 à 4 années à venir. Très bien. Alors, les accidents vasculaires cérébraux constituent un problème de santé publique. Et cette maladie était au centre des pathologies ayant fait l'objet d'une réflexion des neurochirurgiens. Vous avez fait partie de ce congrès. Vous étiez oui, il s'agissait de notre premier congrès organisé par la Société ivoirienne de neurochirurgie, qui est une seule société, et dont j'étais le président du comité d'organisation. Et c'était à Grand Bassam. Mais nous allons suivre le reportage de Issa Yeo Tchonon. Les accidents vasculaires cérébraux, AVC, sont la deuxième cause de mortalité dans le monde et dans les pays en voie de développement, derrière les maladies cardiovasculaires, devant les maladies infectieuses, notamment les infections pulmonaires ou diarrhéiques, la tuberculose, le sida ou le paludisme. Cette maladie était au centre des pathologies ayant fait l'objet d'une attention particulière des neurochirurgiens au cours de leur premier congrès à Grand Bassam. Il y a ce qu'on appelle les AVC communément, c'est les AVC ischémiques qui sont le plus souvent des complications de l'hypertension artérielle. Et il y a ce qu'on appelle les AVC hémorragiques qui sont également une complication le plus souvent également de l'hypertension artérielle. Mais il existe certaines pathologies, j'ai parlé des malformations vasculaires, qui, lorsqu'elles se rompent, peuvent entraîner une hémorragie intracérébrale. Des accidents vasculaires cérébraux, à ne pas confondre avec des accidents cardiovasculaires, n'épargnent aucune couche sociale en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique. Il est important de distinguer deux sortes d'AVC. Le vaisseau se rompt et laisse couler du sang. Il s'agit d'un AVC hémorragique et il y a des causes différentes et il y a un traitement différent. Soit le vaisseau se bouche et donc le sang n'arrive plus dans le cerveau. Et donc c'est un AVC ischémique et le traitement est différent et les causes sont différentes. Des accidents vasculaires cérébraux tuent. Des précautions pour les éviter existent. Toutes les populations sont menacées à partir du moment où les facteurs de risque ne sont pas contrôlés. Il y a l'alimentation, les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est l'hypertension artérielle qui est mal surveillée, mal maîtrisée, le diabète, le cholestérol et tout ça. Donc ça veut dire que on pourrait agir sur ces facteurs de risque. Les AVC, un problème de santé publique. Toutefois, l'établissement des données statistiques des populations touchées par cette maladie dans les différents pays sur le continent reste un secret de polichinelle. Professeur Aïdara, notre reporter Issa Yeo Tchonon parle d'AVC, de diabète. Quelles sont les maladies, alors plus médicalement parlant, les pathologies liées à votre spécialité? Les pathologies neurochirurgicales sont fréquentes. Je ne pourrais pas toutes les citer. Mais dans notre pratique, nous sommes souvent confrontés aux problèmes liés aux maladies de la colonne vertébrale. Et les maladies liées à l'arthrose, c'est la pathologie dégénérative, avec des pathologies comme des maladies comme la hernie discale lombaire qui va se manifester par une douleur qui va partir du dos, du bas du dos et dans la jambe, qui se traite médicalement. Mais lorsque le patient va commencer à présenter une paralysie de sa jambe, elle va nécessiter une prise en charge urgente par le neurochirurgien. Et puis, à côté, il y a des pathologies qui sont directement liées aux accidents de la voie publique. Ce sont les traumatismes crâniens, donc de la tête et de la colonne vertébrale au niveau du dos et du cou, et qui sont également un véritable problème de santé publique. Et puis, nous prenons en charge les tumeurs cérébrales, les patients qui vont développer des tumeurs cérébrales et des tumeurs au niveau de la moelle. Et puis, il y a ce problème des AVC, avec les accidents vasculaires cérébraux, avec comme entité l'hémorragie méningée,
qui est la rupture d'un vaisseau au niveau de la boîte crânienne. Et puis, il ne faut pas oublier les pathologies de l'enfant, parce que l'enfant aussi présente des pathologies neurochirurgicales. Ce sont les suppurations intracrâniennes, c'est la formation de véritables poches de pus dans le cerveau de l'enfant qui est consécutive à une infection ORL ou une complication de méningite. Et puis, enfin, les malformations du système nerveux avec des pathologies comme l'hydrocéphalie. On voit des enfants qui ont des têtes monstrueuses qui sont dues à cette pathologie. Très bien, au niveau des enfants, nous allons y revenir. Alors, est-ce que ces pathologies sont fréquentes au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ce qui nous concerne? Oui, ces pathologies sont fréquentes. Quand on voit le nombre de patients que nous recevons en consultation et que nous voyons dans les urgences des différents CHU, et puis également les difficultés qu'ont les patients à pouvoir rencontrer un neurochirurgien. Bon, ce qui peut être dû aussi au fait que nous ne sommes pas nombreux. Mais c'est surtout le fait que les pathologies neurochirurgicales sont méconnues, sont très mal connues du public et même dans notre milieu médical. Parce que le praticien n'a pas toujours le réflexe de prescrire un scanner ou une imagerie à un patient qui va se plaindre de maux de tête inhabituels. Alors, ça pourrait être la manifestation d'une tumeur cérébrale, d'un AVC ou d'un hématome dans la tête. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est dû au coût des prestations? Ben c'est vrai, les prestations de neurochirurgie, ça nous revient souvent. Mais il faut savoir que déjà pour le diagnostic, ça nécessite des investigations qui sont souvent coûteuses et pointues. C'est-à-dire qu'il faut faire un scanner, il faut faire une IRM. Parfois, on est amené à demander plusieurs fois ces examens. Et puis, aujourd'hui, pour opérer, pour faire des interventions de neurochirurgie, par exemple, pour la chirurgie de la colonne vertébrale, 80% de cette chirurgie aujourd'hui se fait avec l'utilisation des implants. Et les implants coûtent cher. Et puis, pour certaines pathologies telles que les tumeurs cérébrales, il faut un plateau technique de réanimation qui est efficace. Et souvent, les patients, après les interventions, ont souvent besoin de rééducation longue. Donc, tout ceci mis ensemble fait que les coûts de prestation des pathologies de neurochirurgie, de traitement des pathologies de neurochirurgie, sont lourds financièrement pour les patients et leurs familles. C'est pourquoi il faut réfléchir, je pense, à un système de prise en charge globale de ces patients qui va prendre en charge et le diagnostic et le traitement chirurgical et après également la chirurgie. Et ce qui revient à poser le problème de la sécurité sociale. Très rapidement, professeur, j'aimerais que vous reveniez sur les AVC. C'est assez fréquent en Côte d'Ivoire. Oui, les AVC, généralement, on estime à 5% à peu près de taux d'AVC dans la population. Effectivement, on observe que de plus en plus de patients jeunes vont faire... Des patients jeunes? Oui. C'est dû à quoi? Il y a le stress de la ville. Comme on a dit dans le reportage, il y a les causes qui vont l'hypertension artérielle, qui est comme pour voir des AVC. Et puis il y a les pathologies que nous prenons en charge, c'est l'hémorragie méningée, qui sont des malformations vasculaires, qui est une petite entité des AVC, mais qui sont des pathologies vasculaires qui sont dues à la rupture d'un vaisseau dans la boîte crânienne. Et lorsque ces pathologies ne sont pas prises en charge efficacement et précocement, elles peuvent entraîner le décès du patient. Alors, votre spécialité est suffisamment intéressante. Alors, le ratio de neurochirurgiens par rapport au nombre d'habitants, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est combien? Selon les normes internationales, vous êtes combien en Côte d'Ivoire? Nous sommes 10 neurochirurgiens. 10? 10 toute la Côte d'Ivoire? Voilà. Nous étions 11 il y a une semaine avec la disparition de notre confrère. Voilà. Donc pour toute la Côte d'Ivoire, nous sommes 10 neurochirurgiens diplômés. 10, il y a un qui n'est plus, qui est décédé malheureusement. Vous êtes 10 pour pratiquement 26 millions d'habitants. Voilà, donc les ratios, selon les normes internationales, c'est de 1 neurochirurgien pour 200 000 habitants. Là, donc nous sommes 10 neurochirurgiens pour 26 millions d'habitants, ce qui fait un ratio de 1 neurochirurgien pour 2 600 000 habitants en Côte d'Ivoire. Bon. Où est-ce qu'on fait, où on pratique la neurochirurgie en Côte d'Ivoire? Il existe CHU, 2 centres publics. Il existe 2 centres publics qui seulement prennent en charge. Seulement 2 centres en Côte d'Ivoire. Oui. C'est où et où? Abidjan, qui a le CHU de Yopougon qui abrite le seul service de neurochirurgie de la ville d'Abidjan, qui est situé, donc j'ai dit au CHU de Yopougon et qui est dirigé par le professeur Guy Varlet. Et le deuxième service se trouve à Boaké, qui existe depuis 2 ans. C'est un petit service d'environ une dizaine de lits qui est dirigé par moi-même.
Alors, dites-nous, professeur, pourquoi les étudiants en médecine ne s'intéressent pas suffisamment à cette spécialité? C'est dû à quoi? C'est assez difficile? Vous faites un mystère autour de votre formation? C'est quoi le problème? Non, il faut dire que généralement, les sciences neurologiques sont moins captivantes pour les étudiants par rapport aux disciplines communes. On ne gagne pas suffisamment d'argent? Non, ce n'est pas ça le problème. C'est des disciplines qui sont complexes. Et nos amis neurologues, nos collègues neurologues ont le même problème. Mais pour ce qui est de la neurochirurgie, ce n'est pas un problème qui est spécifique à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a très peu de neurochirurgiens. Quand on se rencontre dans les conférences, on le voit. Dans le monde? Oui. En France, il y a environ 400 neurochirurgiens pour 66 millions d'habitants. Et quand je prends par exemple le Sénégal qui a une formation diplômante comme la Côte d'Ivoire de neurochirurgie, ils sont une dizaine de neurochirurgiens pour également 15 millions d'habitants à peu près. Au niveau du Sénégal? Donc c'est un problème qui est général. Et c'est pour cela que nous mettons un accent sur la formation, et justement pour attirer des jeunes à cette la formation, la sensibilisation. Alors dites-nous, est-ce qu'un neurochirurgien gagne suffisamment sa vie? Peut-être que ça peut intéresser, pourquoi pas, les étudiants en médecine. Bon, comme je vous ai dit, nous sommes pratiquement tous universitaires, donc alignés sur la grille de la fonction publique. Mais c'est vrai qu'on a vu que des spécialités comme la neurochirurgie et la chirurgie cardiaque sont privilégiées et rentables ailleurs. Mais je pense qu'au-delà du gain, c'est l'amour pour cette spécialité qui est un peu particulière. Parce que quand vous opérez un patient qui est paralysé, qui a perdu tout espoir et qui va remarcher, ou lorsque vous avez un patient accidenté qui vient dans le coma, qui est en train de partir, chez qui vous posez un geste, qui va se réveiller quelques jours après et reparler à sa famille, je pense que la satisfaction que vous en retirez n'a pas de prix. Et rien que pour ça, je considère que nous sommes des privilégiés. Et c'est l'amour que vous avez pour votre spécialité. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'hydrocéphalie au niveau des enfants qui ont des malformations au niveau du cerveau. On en trouve malheureusement à certains carrefours au niveau même de la capitale économique d'Abidjan. On pense que ce sont des griffes mal formés, des sorciers, des rejetés de la société. Alors vous, au niveau de votre spécialité, qu'en est-il exactement? Est-ce que vous êtes à mesure de pouvoir traiter ces enfants? Oui, c'est malheureusement ce qu'on voit. Hein, c'est une affection qui est fréquente chez l'enfant, donc qui est due généralement à une complication de méningite ou à une tumeur au niveau du cerveau qui va bloquer les voies d'écoulement du liquide, donc qui va s'accumuler. Des enfants à bas âge dans déjà, la tête. Oui, souvent des enfants à bas âge. Mais il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'attendre que les enfants nous arrivent dans cet état-là de monstruosité. Parce que les enfants peuvent être opérés tôt, souvent même dès la naissance, dès les premiers jours de la naissance. Mais malheureusement, comme je dis, c'est des pathologies qui sont encore mal connues. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on peut opérer des enfants de la tête. Et donc, il faut faire cette sensibilisation-là pour qu'on puisse justement opérer ces enfants. Nous avons, avec le professeur Boalé Espérance, qui est ma collègue, mis en place une ONG qui s'appelle Hope Espérance, qui a pour objectif, à moyen terme, d'amener à opérer gratuitement ces enfants. Alors, professeur Aïdara, est-ce qu'on peut lutter justement contre ces pathologies au niveau des enfants, au niveau de l'AVC? Et puis, quelle campagne de sensibilisation vous menez au niveau justement de votre association? Bon, il faut voir ça sous deux aspects. Il y a des pathologies qui ne sont pas évitables. On vous dit qu'il y a 10% de la population qui va développer une tumeur cérébrale. Vous pouvez, moi, être... Vous avez dit combien de pourcents? 10%, c'est un exemple que je donne, qui peut avoir une tumeur cérébrale. 10%. Voilà, donc c'est 10%, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas de cause directe. C'est pareil pour les pathologies, pour les pathologies dégénératives, pas forcément héréditaires. Pour les pathologies dégénératives, c'est pareil. Je dis les problèmes de dos dus à l'arthrose. À partir de 30 ans, chacun va commencer à faire son arthrose. Et puis, dans des proportions variables, il y a certains qui vont s'aggraver avec un retentissement neurologique qui va faire qu'on sera obligé de les opérer. Maintenant, à côté de ça, il y a des choses qu'on peut faire pour éviter certaines pathologies. Entre autres, rapidement. C'est la situation que nous vivons à Boaké où il y a une recrudescence des cas de traumatisme, du fait qu'il y a beaucoup d'engins à 2 roues qui sont utilisés sans moyen de protection. Pas de casque. Actuellement, dans mon service, sur 10 patients hospitalisés, il y a 8 qui sont là pour des accidents de la voie publique, principalement des engins à 2 roues. Rapidement, que dire à ces populations? Que dire à ces populations au niveau de Boaké? Rapidement, en une phrase. Oui, mais justement qu'il faut porter ces casques
reporter des cas et mettre en place ces mesures de prévention-là pour le bien-être de ces populations. Merci, professeur Aïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, nous allons terminer avec cette information. Le favori, sachez que le favori de la présidentielle au Libéria, le sénateur George Weah, légende du football africain, accentue son avance sur le vice-président sortant Joseph Boakai, mais un second tour paraît de plus en plus probable selon les derniers résultats partiels provisoires annoncés hier samedi, 4 jours après le scrutin pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Voilà, et c'est la fin de cette édition, la fin également de ce magazine. Nous recevions le professeur Aïdara. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.